House of the Dragon revient, et c'est déjà la guerre. I'm not impressed by your performance. Oui, j'étais pas sûr de la faire celle-ci, mais elle illustre bien le déchirement entre deux camps, les fans du bouquin qui l'ont pas lu, et les fans du bouquin qui l'ont lu. Mais avant d'expliquer ce que j'entends par là, ne boudons pas notre plaisir, parce que la bande-annonce de la saison 3 dévoile une saison dantesque, qui met un aller-retour au pathétique trailer tout gris tout fade et privé de toute dimension épique de l'Odyssée de Nolan. A son. Oui. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. On voit de sublimes plans larges chiadés, qui exploitent parfaitement l'angle du soleil, la brume et la colorimétrie pour nous donner une impression de grandiose parfaite pour le style fantastique. Le metteur en scène nous en montre assez pour nous permettre de comprendre ce qu'il se passe, tout en cachant suffisamment avec la brume pour donner un côté mystique. On a des plans rapprochés, marquants, comme celui de la patte du dragon qui fend l'eau de sa griffe, même si bon, ça a peut-être été déjà un peu fait. Pareil pour la composition des décors, vraiment rien à redire, c'est du caviar. L'espace dans lequel les personnages évoluent est rempli avec goût, ce sont pas des grands espaces vides, en plastique ou en CGI comme les décors de Disney Star Wars. Le plan avec Rhaenyra et une rangée de bougies dans le bas du cadre, ça donne une impression de rapprochement extrême avec son point de vue à elle, c'est plutôt réussi. Vraiment, d'un point de vue purement cinématographique, on a hâte d'y être. Par contre, ce qui va faire couler beaucoup d'encre et probablement me gâcher un tantinet la fête, c'est le scénario. J'en vois plein râler pour les changements opérés par rapport au livre, mais encore heureux qu'il y a des changements. Le bouquin, Fire and Blood, c'est surtout un ouvrage de philologie. C'est clairement un discours méta sur la problématique de la fiabilité des sources historiques, et non un vrai roman classique de fantasy, avec une histoire dont les témoins sont à 100% fiables, de bout en bout, et personnellement engagés dans l'action qui est relatée. Si vous comprenez vraiment ce qu'est Fire and Blood, vous pouvez seulement critiquer House of the Dragon par rapport aux épisodes précédents de la série, mais pas sur le fait qu'il y a un décalage avec le bouquin qui a inspiré la série. En soi, en tant que féru d'histoire, moi la proposition de Fire and Blood me plaît beaucoup, mais j'ai comme l'impression qu'avoir 3 fois la même scène, vécue au travers de points de vue différents durant toute la série, ça aurait floppé encore plus fort que l'interprétation de Blanche-Neige par Rachel Zegler. Quand je vois que certains pensent que l'Odyssée d'Homère n'est pas une œuvre originale, simplement parce que la version écrite est une fixation tardive d'une longue tradition orale, et qu'on n'est pas bien certain que ce soit Homère ou une école de pensée affiliée à Homère qui a écrit l'Odyssée, je me dis que la capacité à comprendre l'histoire du grand public ne doit pas voler bien haut. Que quelqu'un m'explique comment certains font le rapprochement entre l'incertitude sur l'auteur exact, comme la fiabilité de la version, et l'idée que le texte n'est pas original. Parce qu'original, ça veut juste dire qu'elle existe avant les autres versions. Et comme c'est la plus ancienne trace de ce récit dont on dispose, elle est donc originale. Point. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Si vous poursuivez cette logique de la fiabilité des sources historiques, alors presque aucun texte datant d'avant le bas Moyen-Âge n'est strictement original. Tout ça pour dire que je suis pas bien certain que le grand public soit réceptif à ce qu'est réellement le bouquin Fire and Blood de George. Car c'est une critique du travail de recherche comparative des sources historiques, dans laquelle il se moque ouvertement de Maître Gildane, je sais pas comment le prononcer, lequel donne plus de crédit à certaines sources qu'à d'autres, par pure préférence personnelle, sans se questionner plus que ça sur la vraisemblance des récits qu'il étudie. Pour en revenir à nos moutons, le vrai problème du décalage entre le bouquin et la série, c'est que ça surligne les choix contestables qui ont été faits dans la série, notamment l'obus monumental qu'elle s'est tiré dans le pied et qui est vraiment évident. House of the Dragon a refusé
obstinément de peindre Rhaenyra et Alicent comme ce qu'elles auraient dû être, des amis qui finissent ennemis et qui s'entre-déchirent brutalement à cause de leur situation familiale respective comme de leur choix. Mais non, à la place, on a cette espèce de côté béni-oui-oui entre Rhaenyra et Alicent. Tout ça parce que on sent que la série s'accroche à son besoin de marteler que les deux femmes, les deux seules femmes vraiment importantes dans le récit, sont moralement supérieures à l'entièreté de leur entourage masculin. Et ce, jusqu'à l'essoufflement, jusqu'à l'incohérence la plus totale du scénario. Parce que, excusez-moi, mais si vous regardez précisément dans le contexte ce qu'est le deal entre Rhaenyra et Alicent, mais c'est à se taper la tête contre les murs. Mais bordel, vous pensez que dans les négociations, l'Ukraine, elle va promettre à Poutine la tête de Zelensky en plus de sa capitulation? Mais qui est assez con pour promettre de telles choses dans des négociations? Ça donne juste aucune raison à votre ennemi d'accepter l'offre. Ça vous dépeint comme totalement désespéré de mettre fin à la guerre. La suite logique pour l'adversaire, c'est de se dire mais pourquoi j'accepterais d'arrêter là? Il est clairement extrêmement affaibli puisqu'il me promet un truc aussi extrême. Moi je vais continuer et conquérir tout ce que je peux conquérir. Surtout que quand même, souvenez-vous, à la base, pourquoi ce conflit survient? Et c'est sur une question de légitimité à hériter de la couronne, bordel. Donc en fait, Alicent, elle dit « Oui, vous avez raison, on a été des débiles, on a choisi quelqu'un de totalement illégitime, tout ça en fait pour rien. » Elle trahit absolument tout son camp en faisant cet arrangement. Mais donc, venons-en enfin au script de l'épisode 1 qui a fuité, et qui est une parfaite continuité de tout ce qui ne va pas depuis l'épisode 8 de la saison 1 au niveau de la cohérence psychologique de ces personnages. Ça va être flagrant en comparant le livre et la série, si vous allez voir. Dans ce qui a fuité sur la série, Alicent doit avouer le deal qu'elle a passé avec Rhaenyra, donc celui d'ouvrir les portes de Port-Royal sans effusion de sang en échange de la tête d'Aegon. Elle dit à Aemond qu'il ne peut pas tenir seul contre la coalition, alors Aemond quitte Port-Royal. Puis Aegon est capturé et amené à Essos. Dans le livre, on n'a pas cette stupide négociation Alicent-Rhaenyra, ni de promesse d'ouverture de Port-Royal au camp des Noirs, pas de trahison non plus de son fils, Aegon, même si elle le désapprouve totalement. Certains diront que ça humanise Alicent, mais si vous connaissez suffisamment l'histoire et la nature humaine, c'est l'exact opposé. La version la plus vraisemblable, c'est celle d'Alicent, qui défend ses fils, non seulement parce que, bien sûr, c'est ses enfants biologiques, mais aussi c'est parce que ces deux fils sont le seul moyen pour elle d'exister politiquement. Ensuite, Gwaine Hightower, on apprend qu'il surprend des soldats en train de V et de T des enfants, et il demande à Cole de les punir, mais Cole lui rétorque que Gwaine n'a qu'à s'en charger. Pour la grande bataille, la fuite nous dit que Rhaenyra retrouve son conseil et leur annonce son deal stupide, ce que les membres du conseil désapprouvent fortement de façon très prévisible. Et enfin, on a ce à quoi on s'attendait le plus, les Velaryons qui combattent la triarchie et une mort importante. Sauf que dans le livre, Aemond ne fuit pas Port-Royal au sens strict. Non, il fait le choix stratégique de brûler Harrenhal. Il quitte la ville pour porter un coup qu'il pense terrible à l'ennemi. Dans le livre, étant donné que le deal Alicent-Rhaenyra n'existe pas, Aegon reste à Port-Royal, puis il est blessé durant la guerre. Le moment des enfants V et T qui déclenche un conflit entre Gwaine et Cole, il n'y a rien de tout ça dans le livre, parce que ce n'est pas le propos du livre. Bon, dans la continuité de ce que je disais, on se demande vraiment pourquoi Rhaenyra elle irait annoncer à son conseil son deal, pareil pour Alicent avec Aemond. Ce deal n'a aucun sens. Comment voulez-vous que deux factions qui se détestent à ce point puissent l'accepter ou même l'entendre quand chacun pense pouvoir encore écraser l'adversaire? Ça donne même encore moins de raison au camp des Noirs d'accepter, puisque ça révèle une faiblesse extrême du camp des Verts, qui est prêt à aller jusqu'à offrir la tête d'un de ses princes, en plus de la capitulation.
Bref, j'espère que les fuites sur ce premier épisode sont fausses, et que l'entente entre Alicent et Rhaenyra sera transformée en tentative de subterfuge d'un côté et de l'autre, pour attirer dans un piège, pour créer des représentations mentales fausses. Il faut vraiment qu'ils changent d'épaule avec cette idée-là de l'arrangement Rhaenyra-Alicent. Il faut qu'ils arrivent à en faire autre chose, ils peuvent pas continuer dans cette idée débile. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.